26 avril 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève. Anthony Desaulniers, Martin Thériault, Nicolas Cloutier. On est encore là pour vous parler des prospects qui ont retenu notre attention et qui retiendront notre attention dans les prochains jours. Comment ça va, messieurs, aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. On est toujours fidèle au poste, Anthony. Toujours fidèle. Ouais, puis on le sait. Ça va mieux que le Canadien. Oh oui, ça va mieux que le Canadien. On va en parler un peu du Canadien. On parlera aussi du championnat mondial des moins de 18 ans qui s'amorce aujourd'hui, compétition fort attendue dans le monde du prospect. Mais d'abord, parlons un peu du Canadien puisque Cayden Primeau était devant le filet samedi soir, espoir du Canadien de Montréal devant les buts. Je dirais qu'il n'a pas mal fait dans les circonstances. Il a bien joué, malgré qu'il n'a pas été en mesure d'arrêter l'attaque des Flames et le Canadien a encore perdu. Moi, je dirais qu'il y a un but qui a assombri sa soirée de travail, c'est le but de Milan Lucic, qu'il aurait dû évidemment arrêter. Mais sinon, si on juge dans ses déplacements, dans son calme, de la façon qu'il a approché la game, moi j'ai été généralement assez satisfait de la performance de Cayden Primeau. Et qu'il n'ait pas remporté la victoire, ben écoute, Jake Allen offre de cette performance aux Canadiens, évidemment, et les Canadiens ne réussissent pas à lui offrir assez de support offensif pour lui offrir des victoires. Donc Primeau n'a rien à se blâmer là-dessus. Ben, c'était pas une situation qui était facile également non plus. Là. Sans avoir regardé beaucoup le match, là, j'étais plus du côté du Wild du Minnesota cette soirée-là, mais pour avoir vu un peu les buts, là, c'est comme Nick vient de le dire, c'était des chances où il ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. Je pense que dans l'ensemble, il a fait quand même son travail. On a vu du Cayden Primeau, on a vu un Cayden Primeau qui était habile dans ses déplacements, qui était bon techniquement. Bon, là, par la suite, sans dire que les Canadiens ont donné beaucoup de lancers, ben, c'est des chances de qualité, il ne peut pas faire grand-chose. Mais même si on ne se concentre pas seulement sur les buts, et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, désolé, il a fait quelques arrêts clés, là, Primeau. Il a fait plusieurs bons arrêts et surtout, il a tenu son équipe dans la rencontre. Quand c'était le temps de faire un bon arrêt, il l'a effectué. Et c'est là où est-ce que je peux pas jeter la pierre à Primeau. C'est aux autres joueurs à se lever et à performer. Le gardien s'est fait battre d'un tir parfait de Johnny Gaudreau en fin de première période et on a senti que en deuxième, c'était beaucoup plus difficile pour la troupe de Dominique Ducharme. Donc, cette défaite-là ne revient pas à Primeau. Moi, là où est-ce que j'ai un petit problème, c'est avec son utilisation de Cayden Primeau. C'était son premier départ depuis le 2 avril. J'aime pas ça, moi, de voir des jeunes qu'on a beaucoup d'espoir envers eux, qu'on espère qu'ils ont un bon potentiel et qu'on espère qu'ils vont devenir des joueurs établis dans la Ligue nationale, qu'ils ne disputent pas de rencontres. Et quand tu regardes Primeau, c'était son premier départ en plus de 3 semaines. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des... Je vais y aller d'une hypothèse, moi. Est-ce que ça se pourrait que Sean Burke voulait travailler avec lui pendant une certaine période de temps? Est-ce que ça se pourrait justement qu'on voulait que Sean Burke regarde Primeau de près parce qu'on sait que Primeau avait majoritairement travaillé avec le coach des gardiens de Laval, là, qui est Marco Marciano, avait travaillé aussi par la bande avec Stéphane Waite. Mais là, tu avais un nouvel entraîneur des gardiens, et veux pas, c'est ta pépite entre les deux poteaux, Cayden Primeau. Donc, pour la première fois, tu avais la chance de le faire travailler avec son futur entraîneur des gardiens, on va se dire. Donc, là-dessus, sur ce point de vue-là, je trouvais ça intéressant maintenant. Je pense que le Canadien, dans le meilleur des scénarios, aurait jamais donné un départ à Cayden Primeau. C'était pas dans les plans des Canadiens de le faire. Et la preuve, c'est qu'il n'avait pas eu un départ avant une deuxième blessure de Carey Price. Donc, on n'a vraiment pas eu le choix, j'ai l'impression, à cause de l'utilisation de Jake Allen. On lui avait donné plusieurs back-to-back. On voulait pas abuser non plus. Donc, on l'a fait jouer un peu par défaut, mais ce qu'on voulait vraiment faire, c'est lui donner une expérience professionnelle et le faire travailler avec le nouvel entraîneur des gardiens, à mon sens. Mais il y a quelque chose qui est intéressant également dans le cas de Cayden Primeau. Là. Son père, Keith, a évolué avec Sean Burke du côté des Whalers d'Hartford dans les années 90. Ça, c'est niaiseux, les gars, mais ça veut dire que Cayden Primeau, à quelque part, lorsqu'il était jeune, il a appris à connaître Sean Burke. Il y a un petit côté davantage intéressant par rapport à un gardien comme, j'aime beaucoup Charlie Lindgren, mais Charlie Lindgren, si tu le connais moins, tu as moins de relations, c'est moins facile de développer une relation en partant. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant également. Tu as déjà une meilleure complicité qu'avec n'importe quel autre gardien de l'organisation. La relation de confiance est beaucoup plus facile à bâtir dans ces circonstances-là. Le lien de familiarité existe déjà.
Mais Exactement. moi, tu vois, Nick, moi, je comprends ton point qu'on ne voulait pas donner un départ là, à Kaden Primo, mais moi, j'aurais aimé ça qu'il obtienne au moins un départ lors de la première blessure de Price, parce que là, on l'envoie un peu dans la gueule du loup contre les Flames de Calgary dans un match hyper important pour le Canadien de Montréal contre une équipe qui va très bien. Et là, il n'est pas placé dans une situation facile. C'est très délicat. Et là, la moindre petite erreur va exploser, va devenir exponentiellement très grave. Donc, je trouve que le Canadien aurait pu mieux gérer un peu cette situation-là si on l'avait envoyé dans la mêlée contre les Sénateurs d'Ottawa il y a quelques jours. Je pense que ça aurait été plus facile pour lui. Et là, on se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Qu'est-ce qu'on fait? On doit ramener Jake Allen qui garde les buts plus souvent qu'à son tour. Et là, si Allen, ça va pas bien, la seule solution, c'est Primo. Price, toujours commotion cérébrale. Donc, je pense que le Canadien s'est un peu peinturé dans le coin dans toute cette situation-là. Oui, mais en même temps, oui, Primo a été utilisé dans un match critique, mais il n'a pas mal fait non plus. C'est pas à cause de Primo que le Canadien a perdu ce match-là. Et je pense pas que pour son développement, c'est forcément négatif qu'il ait joué un match important. Moi, la clé, les gars, avec les gardiens de but, là, je le répète, je vais le répéter très, 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 très souvent au fil des podcasts, au fil des mois. La seule chose qui est importante dans le cas des jeunes gardiens de but, c'est qu'ils jouent des matchs, qu'ils jouent des rencontres. Là, dans le cas de Kaden Primo, j'ai l'impression qu'on parle souvent de Cole Caulfield, on l'a amené, tandis que le Rocket de Laval ne jouait pas beaucoup de matchs. Et là, c'est sûr que Carey Price s'est blessé également. Mais est-ce qu'on n'a pas voulu justement profiter de cette pause-là, un peu dans le même style de dire, regarde, viens-t'en avec nous, viens avec le reste de l'équipe, fais les voyages, pas au même niveau, parce qu'il a déjà vécu les grands professionnels, etc. Mais est-ce que c'est pas dit par hasard? Ah, ben, l'occasion est peut-être bonne de, comme le rappeler, mais comme on vient de dire, là, tu ne joues tout simplement pas de match parce qu'on veut davantage donner la chance à Jake Allen, mais c'est seulement pour enchérir sur l'argument de est-ce que c'est pas lui demander trop de pression d'arriver dans un match important? Je pense que je suis d'accord un peu avec Nick là-dessus, là. Je pense que c'était même pas l'intention de le faire jouer. Là, c'est tout simplement qu'il y avait deux matchs en 2 soirs et on voulait quand même donner un repos à Jake Allen éventuellement. Mais je pense que cette année, il y a plusieurs jeunes comme ça qui sont malheureusement laissés sur la tablette en raison de la COVID, en raison d'un taxi squad, en raison des ligues qui sont annulées. Je pense notamment du côté d'Edmonton, Evan Bouchard qui n'a pas joué depuis le 1er mars ou encore Michael DiPietro qui n'a pas encore joué lors de la saison. Aucune partie disputée. C'est quand même des bons espoirs, là. Donc, je trouve ça dommage que la situation fait en sorte que ces jeunes-là, ça va retarder leur développement. Evan Bouchard, c'est quand même bien un choix de première ronde dans les derniers. Une petite parenthèse là-dessus. C'est tellement drôle que tu me parles d'Evan Bouchard parce que je parlais justement à un collègue de TVA Sport d'Evan Bouchard récemment. Evan Bouchard qui, comme tu l'as dit, est sur la tablette en raison de toutes sortes de circonstances, là. Le Canadien a une faible profondeur, je dirais, à droite dans son bassin d'espoir en défensive ou même dans sa structure organisationnelle, je dirais. Et on sait que les Oilers, c'est un peu l'anti-CH, c'est l'antithèse du CH. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de ficeler une transaction pour aller chercher Evan Bouchard? En tout cas, moi, si j'étais Marc Bergevin, c'est certainement un joueur que je ciblerais l'été prochain dans une transaction. C'est un espoir qui se retrouve un peu entre l'arbre et l'écorce. Et je ne vois pas vraiment Evan Bouchard avoir un rôle à long terme avec les Oilers d'Edmonton. C'est pas nécessairement le type de défenseur dont ils vont avoir besoin dans les prochaines années, surtout s'ils décident de prolonger le contrat de Tyson Barrie. Mais c'est sûr, mais Evan Bouchard, ça reste tout de même 10e au total en 2018. Il va quand même coûter quelque chose. Sa cote a quand même baissé. Je n'ai pas démissionné sur lui et c'est pour ça que je le trouve encore intéressant. Mais sa cote a quand même baissé. Sa valeur n'est pas astronomique, selon moi, à travers la Ligue, là. Ben, écoute, là, valeur astronomique, il faut quand même se calmer aussi. On parle d'un 10e choix au total. C'est seulement sa 2e saison chez les professionnels. Donc, avant de dire qu'on va démissionner dans le cas d'Evan Bouchard, je pense qu'il faut se garder une petite gêne. Là. Ben, je pense pas que les Oilers ont démissionné. Les Canadiens n'avaient pas démissionné en échangeant Mikhail Sergachev. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tout à fait. Mais tout simplement pour dire que de là à dire que les Oilers vont s'en débarrasser parce que peut-être pas. C'est peut-être pas non. Je parle d'un échange qui est structurant, qui est conséquent. OK, c'est bon. Un autre joueur qui a effectué ses premiers coups de patin là, dans la Ligue nationale de hockey, c'est Spencer Knight, le gardien de but des Panthers de la Floride, a disputé une rencontre contre les Blue Jackets.
il y a de cela quelques jours, il a arrêté 33 des 34 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire. On le sait, Spencer Knight, c'est un gros prospect pour les Panthers de la Floride. Il a très bien fait. Il a gagné partout ce qu'il est passé. Il a connu toute une saison avec Boston College. Est-ce que c'est le gardien d'avenir des Panthers? Et est-ce que, parallèlement à tout ça, on va regretter le contrat de Bobrovsky? Bien, tu viens de le dire. Gardien d'avenir, si on se décide de se débarrasser de Sergei Bobrovsky, parce qu'on s'entend qu'avec un contrat de 10 millions de dollars par année pendant plusieurs saisons, tu n'as pas le choix de lui donner une chance. Mais pour revenir à Spencer Knight, honnêtement, les gars, je l'ai écouté son premier match, là, on sait ses habiletés, on sait qu'il a du talent, on sait qu'il est très, très, très bon dans ses déplacements. On sait également que c'est très athlétique, là. Tu sais tout ça. Ce qui a été vraiment impressionnant, là, c'est de voir que c'était son premier match dans la LNH. C'est surtout son calme. Il faisait des arrêts, là, ça semblait facile. C'est comme s'il avait joué dans la Ligue depuis 5 ou 6 ans. Je regardais après le match, là, le Roberto Luongo, qui est à la tête du nouveau département des gardiens de but. Puis, on s'entend, là, on parle de Roberto Luongo. On parle du gardien qui est au 3e rang de l'histoire de la LNH pour les victoires. Et lui, ce qu'il disait, c'est que j'ai rarement vu ça. Habituellement, les gardiens qui sont dans leur premier match sont quand même hyper nerveux. C'est difficile de retrouver leur repère. Mais lui, il a utilisé le terme casual. Comme lui, c'était facile, il était calme. Et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Là. C'est tout à son hockey, le Spencer Knight. Et moi, ce que je trouve intéressant, oui, Bobrovsky a un contrat qui est imposant, mais dans 2 ans peut-être, est-ce qu'on pourrait voir les Panthers imiter un peu le modèle des Bruins de Boston qui, durant la saison régulière, divisait les départs pratiquement équitablement entre Tuukka Rask et Yaroslav Halak. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas insérer Spencer Knight dans la formation des Panthers de la sorte dans les années à venir? Disons que dans une saison de 82 matchs, Spencer Knight a quoi? Peut-être une trentaine de rencontres et Bobrovsky ramasse le reste. Là. Ah, je pense que ça serait un excellent compromis pour les Panthers. Puis je pense qu'on est un peu forcé de faire ce genre de modèle parce que on peut pas arrêter Spencer Knight trop longtemps non plus. Ça reste un gardien qu'on a repêché au premier tour. Et de l'autre côté, c'est un gardien qu'on a donné une énorme somme d'argent. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un peu là, du 60-40 avec ces deux gardiens. Les gars, je sais qu'il y a eu une époque dans la Ligue nationale où les gardiens arrivaient quand même rapidement dans le circuit. Et là, la tendance a été inversée après. Les gardiens prenaient beaucoup plus de temps à se développer, passaient plusieurs années dans la Ligue américaine avant de s'établir. Et est-ce qu'on va pas voir, avec les nouvelles techniques d'entraînement, avec la nouvelle science du sport, est-ce qu'on va pas voir la tendance être inversée à nouveau? On a vu Carter Hart faire ses débuts plus rapidement que prévu. On a vu justement Spencer Knight. On va peut-être voir Yaroslav Askarov faire ses débuts plus rapidement. Et je suis curieux aussi de t'entendre là-dessus, Marty. Est-ce que la tendance va être inversée à nouveau? C'est-à-dire que les gardiens vont à nouveau commencer à faire rapidement les débuts dans la LNH. Les gardiens d'élite. Ouais, ben les gardiens d'élite, c'est certain, là. Puis encore là, on n'a pas des Dan Blackburn qui jouent dans la LNH à 18 ans. Là, ça, oubliez ça, c'est une époque qui est pratiquement révolue. Et Fleury, qui avait été choisi premier au total et qui avait fait ses débuts immédiatement. Il était revenu, en tout cas, longue histoire, là. Ouais, non. Puis je comprends ton point parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gardiens de but qui sont sélectionnés tôt dans les dernières années, justement parce qu'au niveau technique, ces gardiens-là sont vraiment, vraiment très bons. Maintenant, de là à dire que ça va devenir une tendance, c'est que tu vas avoir 20 ou 25 gardiens par saison qui vont commencer dans la LNH à 19 ans. Je ne serais pas prêt à dire ça, c'est parce que j'ai l'impression que la bonne vieille méthode, comme on l'utilise avec Kaden Primo à Montréal, là, c'était très, très bon ce qu'on fait. C'est simplement de lui donner le bagage d'expérience petit à petit. Puis travailler avec une défense qui est un peu plus ordinaire, ça lui permet de travailler davantage par rapport à une défense qui est peut-être justement qui va moins le forcer à travailler, si tu veux. Donc, je sais pas. Là, Anthony, tu es un joueur de baseball, tu connais énormément ton baseball. J'ai le goût de comparer ça au développement d'un lanceur, tu sais. Ouais, c'est clair parce que puis je vais te laisser la parole après, Marty, mais je pense que c'est une position qui gagne à être marinée un peu. Tu sais, je regarde un gars comme Ilya Samsonov avec les Capitals, c'est un choix de premier tour, mais en 2015, et il fait ses débuts dans la Ligue nationale depuis très peu, et cette saison, 13 victoires en 17 départs. Donc, je pense que c'est des joueurs qui gagnent justement
à peaufiner leur technique avant d'arriver dans la Ligue nationale. Mais c'est pas fou, Marty, le lanceur. Il y a une devise dans MLB, there's no such thing as a pitcher prospect. Et il y a des recruteurs un peu cyniques, un peu sceptiques qui vont aussi dire there's no such thing as a goalie prospect parce que c'est tellement imprévisible. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que personnellement, un gardien au premier tour, si le gars, le talent lui déborde par les oreilles et que tu as un choix entre 20 ou 31, ben là, ça vaut la peine. Mais sinon, là, parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un joueur de premier trio ou un défenseur de première paire qu'un gardien de but. Les gardiens de but, tu peux aller les chercher avec des choix de 4e, 5e, 6e tour. Non, mais moi, les gardiens numéro 1 dans la Ligue, les gars, il y en a plein, ça pleut. Même les Panthers, ils ont Devon Levi, qui est un espoir de 7e tour. On l'a eu avec l'équipe Canada Junior. Ça s'est super bien passé. Ah, puis je te rejoins, Marty, parce que je prends un gars comme Connor LeBuck, si ma mémoire est fidèle, c'est un choix de 5e ronde. Il y a plein de joueurs comme ça des gardiens qui vont sortir plus tard et qui vont se développer comme étant des excellents gardiens de but. Donc, tandis qu'on a un autre extrême, Malcolm Subban, que c'est plus difficile. Lui a été repêché en haut de repêchage. Donc, les gardiens de but, on dit souvent que le repêchage, c'est une science inexacte. C'est particulièrement vrai là, pour les gardiens de but. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il semble y avoir une recrudescence de ces gardiens d'exception qu'on repêchait au premier tour. Là, il y a une petite période de temps où on arrêtait carrément de les repêcher au premier tour, les gardiens. Mais là, de plus en plus, là, les fameux phénomènes de la nature, on les revoit. Là. Mais comme je viens de dire, c'est que je pense que entre 2010 et 2016 environ, puis Carter Hart, c'était un choix de 2e tour, c'était le premier gardien sélectionné de son repêchage. Entre 2010 et 2016, puis même Carter Hart, là, tu peux me le confirmer, mais au niveau, c'est pas un gardien que tu regardais à 17 ans et te dire, OK, ce gardien-là, c'est vraiment incroyable. Il a le gabarit, il est athlétique, etc. Carter Hart a dû travailler pendant 1 an ou 2 pour en arriver vraiment au statut où il en était à 19 ans, lorsqu'il a vraiment dominé dans la WHL et avec l'équipe Canada Junior. Puis, c'est comme toute chose, les gars, là, l'être humain va constamment tenter de s'améliorer dans les facettes de jeu. Puis je pense que là, les gardiens de but, on est rendu là. On a tellement travaillé au niveau technique, il y a tellement de manières de perfectionnement, tu l'as dit, Nick, là, que là, tu as 1 ou 2 gardiens, là, on en reparlera peut-être à un moment donné, là, mais là, présentement, tu as 2 gardiens qui sont très, très bien cotés pour le repêchage 2021. Mais tu les regardes jouer justement au niveau technique, ils sont super bons. Ils sont 5 pieds 5, 6 pieds 5, 6 pieds 6 pouces. Et les gars se déplacent d'une manière incroyable. Donc là, après ça, je pense que c'est là que tu mesures les probabilités. Est-ce que ton gardien a une chance de jouer dans la LNH? Ben, si le gars est 5 pieds 6 pieds 6 pouces et qu'il est gros athlétique, ben, les chances sont beaucoup plus et ça va jouer énormément aussi du côté psychologique, hein, parce que je regarde les gardiens aujourd'hui, ils ont tous une bonne technique, sans exception, c'est pas compliqué. Alors, je te dirais que le terrain a été pas mal nivelé, et ce qui va distinguer un gardien d'élite d'un bon gardien, ben, ça ne sera pas nécessairement la technique ou les qualités athlétiques, ça va être celui qui va pouvoir rester le plus calme, là, comme on a vu avec Spencer Knight. Ouais. Mais le côté calme, le côté mental de faire face à l'adversité, avoir toutes les situations, c'est pourquoi j'aurais le goût de penser que c'est encore très bon de prendre 2, 3, 4 ans pour le gardien. Comme les fait les Canadiens avec Caden Primo présentement. Caden Primo, est-ce qu'il sera prêt dans 2 ou 3 ans à s'amener comme adjoint à Carey Price? Ben, il va être prêt et ça va être une drôle de coïncidence, mais Price va être à quoi? 36, 37 ans, il va être en fin de carrière. Ça va être le bon moment idéal pour... là, en plus, on est dans l'organisation des Canadiens, mais tendre le flambeau, tout simplement, là, ça va... Le timing est juste parfait. Puis après ça, le jeune Primo va savoir davantage à quoi s'en tenir lorsqu'il va être dans la LNH parce que c'est des expériences qu'il va avoir vécues au niveau de la Ligue américaine. Pour les gens qui se le demandent, Caden Primo a présentement 21 ans, tandis que Carey Price en compte 33. Les gars, on le sait, la JMQ a commencé ses séries dans les derniers jours. C'est maintenant chose faite. Malheureusement, il n'y aura pas de séries éliminatoires dans la OHL puisque la saison a été annulée. Ce qui veut donc dire que ça va être très difficile pour les recruteurs de peaufiner leurs données pour le prochain repêchage. Je pense qu'une compétition qui sera énormément surveillée, c'est le championnat mondial des moins de 18 ans qui s'amorce aujourd'hui. Probablement la seule vraie compétition qu'on pourra regarder là, chez les recruteurs.
Ben, pas probablement. C'est la seule compétition. Puis c'est intéressant parce que la semaine dernière, je parlais avec Alain Chénier, notre estimé collègue à TVA Sport, qui, là, on le sait, là, a repêché les Corey Perry, Ryan Getzlaff, pratiquement tous les gros joueurs des Ducks d'Anaheim. C'est Alain Chénier qui les a sélectionnés. Et lui, c'est ça qu'il me disait. Il parle à des collègues recruteurs, puis c'est extrêmement difficile d'être capable de simplement comparer les joueurs. Normalement, là, au cours d'une saison, tu as le tournoi Lincoln Gretzky qui est au mois d'août, avant la saison, qui te permet d'évaluer les espoirs. Puis, tu as différents tournois ou des matchs, tout simplement, comme le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. La Coupe Memorial. La Coupe Memorial, le tournoi des 5 nations qui est en Europe, qui regroupe l'équipe américaine des moins de 18 ans contre d'autres équipes européennes. Ce sont tous des compétitions qui te permettent de comparer les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs de certaines nationalités que c'est quand même assez difficile à évaluer selon les calibres dans lesquels ils jouent. L'exemple que je vais te donner, c'est la Suède. Les Suédois ont habituellement, ils ont 2 choix. Soit que dans le cas des Suédois très talentueux, ils vont jouer souvent dans la SHL, la Ligue élite de Suède. Mais on s'entend, ils jouent contre des hommes qui ont parfois déjà joué dans la LNH. Des fois, c'est 500, 600 matchs dans la LNH. Mais tu débarques dans ces ligues. Puis là, évidemment, tu as 17 ans. Tu débarques contre ces joueurs-là. Tu vas te retrouver sur un 4e trio ou comme 13e attaquant à jouer. Et là, j'exagère pas, les gars. Tu peux jouer jusqu'à 1 minute 30 par match. Là. C'est vraiment, vraiment pas... Je sais pas si les gars, vous avez déjà été cloués au banc, que ce soit au baseball ou au hockey ou etc. Là. C'est extrêmement difficile. Pas toi, Anthony, parce que toi, tu es un joueur de 2e but émérite au baseball. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'est déjà arrivé. Puis je te dis, c'est tellement difficile de trouver ton rythme. Tu es constamment en froid. Donc, tu ne peux pas évaluer vraiment un espoir sur 2 minutes de jeu. Tu peux évaluer un peu ses habiletés. Là. Tu ne trouveras jamais son rythme. Et à l'inverse, pour les espoirs un peu moins talentueux, eux, ils sont dans la ligue des moins de 20 ans. Mais là, cette ligue-là est comme trop faible, si tu veux. Donc, c'est facile pour un jeune comme ça, qui est classé premier ou 2e tour, de dominer. C'est pour ça que le mondial des moins de 18 ans est extrêmement important. Parce que là, tu amènes la crème dans l'ensemble, la crème des joueurs de moins de 18 ans qui sont tous admissibles au repêchage. Ça donne une meilleure évaluation pour voir si l'exemple que je vais donner, c'est Isaac Rosen, qui est un Suédois, qui est dans la situation que je te parlais, là, qui a joué dans les matchs dans la Ligue élite de Suède. Ben lui, ça va être parfait. Là, il va jouer contre des joueurs de son âge. Tu vas être capable de voir qu'est-ce qu'il va apporter. Et je le répète, il y a plusieurs compétitions qui auraient lieu normalement qui, en raison de la pandémie, n'ont pas eu lieu. Donc là, c'est la seule opportunité de voir ces espoirs-là. Mais moi, honnêtement, j'ai d'énormes craintes par rapport à ce tournoi-là parce que auriez-vous aimé ça, les gars, que quand vous étiez à l'école, ben, l'examen final comptait pour 100% de votre note? Moi, je n'aurais pas été à l'aise avec ça, mais c'est essentiellement ça qui va arriver pour certains espoirs, pour les espoirs, mais ça va être un petit échantillon et j'ai l'impression qu'on va peut-être tomber dans la suranalyse et si un espoir a le malheur de rater son coup, ben, ça va faire très, très, très mal à sa valeur. Donc, j'ai beaucoup de misère avec ça, mais en même temps, c'est quoi le choix que tu as? Je veux dire, c'est le seul échantillon que tu peux observer, donc il va falloir que tu fasses avec, mais je pense qu'il va falloir quand même faire un effort et essayer de considérer aussi davantage peut-être les performances que ces espoirs-là ont eues la saison dernière. Donc, regardez encore la cassette de la saison dernière et essayer de remettre les choses en perspective si le tournoi ne s'est pas bien passé pour un espoir X. Le problème avec ça, Nick, c'est que tu le sais comme moi, entre 16 et 17 ans, il y a tellement des courbes de progression. Je sais, Marty. Je sais, mais on va... Je sais, mais on va évaluer sur un échantillon minime, là, tu sais. Je sais, ça ne rend pas justice à un espoir, je te dirais. Là. Des deux côtés aussi, là. Des deux côtés, là, un espoir peut décider de connaître le tournoi de sa vie et être repêché beaucoup trop haut, là. Je pense que la façon que ça va être intéressant, tu as raison, Nick, là, je crois que vraiment que c'est le cas toutes les années, là. Surtout, là, tu dois le prendre avec un grain de sel parce que c'est un échantillon de 5 ou 6 rencontres. Ouais, c'est amplifié puissance 1000, là. Exact. Puis là, le tournoi est au Texas, mais normalement, c'est davantage ça peut être joué en Europe. Là. Donc, les joueurs sont moins habitués avec le décalage horaire. Puis, c'est niaiseux, mais on l'oublie, ces détails-là. Toutes les petites choses qui peuvent te déstabiliser. Là, le gars a un mauvais tournoi où il est sorti des séries de la WHL, il a joué plein de minutes, puis là, il arrive au championnat mondial des moins de 18 ans, puis il est un peu fatigué. Ça se peut, là. Ouais. Mais je pense, mais là, cette année, c'était encore davantage le cas parce que, comme tu l'as dit,
là, je regarde surtout les joueurs de la OHL, ils n'ont même pas joué de match. Donc, ça va assurément leur prendre 3 ou 4 rencontres pour trouver le rythme. Mais moi, ce qui est une chose que je vais surveiller quand même avec intérêt, c'est que ceux qui ressortent, ceux qui ont un impact immédiat, moi, ce que ça va peut-être me dire davantage, c'est qu'ils ont un niveau de compétition élevé. Et des niveaux de compétition élevés, moi, je suis une équipe de la LNH, je veux des gars qui vont performer, peut-être pas toujours en saison régulière, mais en série, je veux que ces joueurs qui vont être là quand ça compte. Et c'est là que ça peut être intéressant de surveiller qui a un esprit de compétition plus élevé peut-être que les autres. Là. Ça va être intéressant. Ben, quitte à acheter la feuille statistique par la fenêtre et s'intéresser davantage aux petits détails dans le jeu des espoirs. Moi, honnêtement, quand j'analyse un espoir, c'est tout le temps ça que je regarde. C'est davantage les facettes de jeu, etc. Parce que, comme tu l'as dit, là, après ça, je reviens aux Ontariens. Là, les Ontariens n'ont pas joué de match depuis 1 an et demi, des matchs compétitifs. Là. Ils n'ont pas joué de match depuis 1 an et demi. Ça devient difficile de dire, OK, il est sur le même pied, d'égalité qu'un joueur qui a eu la chance de passer une saison en Europe. Là. Je pense que ça vaut quand même la peine là, de prendre quelques minutes. En fait, on va sûrement passer quand même beaucoup de temps là-dessus là, pour analyser les joueurs qui seront à surveiller dans ce tournoi-là, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont éligibles pour le prochain repêchage et il y a plusieurs joueurs qui ont prévoit à ce qu'ils sont repêchés dans les 32 premiers, soit dans la première ronde de sélection. Ce sera notamment le cas, messieurs, dans les prochaines années de Connor Bedard. On le sait, lui, il ne sera pas éligible lors du prochain encamp, mais bien en 2023. Mais après avoir connu une saison absolument phénoménale, joueur exceptionnel de 15 ans avec les Passes de Regina, Marty, ce sera l'attaquant à surveiller au Canada. Ah, sans aucun doute. Puis, écoute, je sais, on en a parlé il y a environ un mois. Là. Il est tout simplement incroyable. Là. Le Canada joue un match préparatoire contre la Finlande samedi. J'ai eu l'occasion de le regarder un peu. Là. Puis là, on se rappelle, là on parle de joueurs de moins de 18 ans et on parle d'un joueur de 15 ans. Donc, il y a 1 an ou 2 de moins que tout le monde. Et là-dedans, tu as un joueur comme Shane Wright, qui est également un joueur exceptionnel. Puis Connor Bedard a marqué 2 buts. Le premier but qu'il a marqué, là, c'était tout simplement, c'était contre la Finlande, il a marqué un but exceptionnel. Il a déjoué 2 ou 3 joueurs et est revenu sur son côté fort, décoché un lancer sans avertissement, battu le gardien de but. Écoutez, ça va être un délice de le voir jouer toute la semaine. Ça va être incroyable. Ce que j'aime pour Connor Bedard, c'est que il a vraiment rien à perdre durant ce tournoi-là parce que, bon, il arrive et il s'est éclaté là, dans la Ligue junior de l'Ouest et ça demeure un gars de 15 ans. Donc, s'il ne produit pas à la hauteur des attentes, s'il ne performe pas, bon, on va être indulgent, on va se dire à l'année prochaine et il va encore pouvoir jouer ce tournoi-là. Hein. Ce sera aussi le cas pour Shane Wright, qui lui va être éligible juste en 2022. Donc oui, Marty, tu le disais, n'a pas joué dans la OHL cette année pour des raisons évidentes. Au moins, lui, il ne joue pas son année de repêchage. Donc là, c'est peut-être là où est-ce que c'est un peu plus intéressant pour ces jeunes-là, pourra prouver qu'il est capable de performer à la hauteur de son talent, mais c'est pas si grave si ça se passe un petit peu moins bien. C'est pas si grave, mais dans le cas de Shane Wright, je pense que c'est différent parce que comme Nick vient de le dire, là, les joueurs qui n'ont pratiquement pas joué depuis 1 an et demi, il faut que tu te gardes une petite gêne. Là, ils n'ont pas eu le temps de prendre un rythme de match. Et Shane Wright, c'est ça qui est intéressant. Puis je trouve ça drôle de sa part d'avoir fait ça. Les espoirs de haut calibre comme Connor Bedard ont pratiquement tous décidé d'aller jouer en Europe, que ce soit en Finlande, en Suède ou en Slovaquie, par exemple. Lui, il a décidé de demeurer en Ontario, de s'entraîner. Ça veut dire que lui, et là, il avait été invité au camp d'équipe Canada Junior. Là, donc, il a joué 3 rencontres préparatoires, préparatoires, plus des scrimmages, si tu veux, là, avec équipe Canada Junior. Mais si j'exclus ces 3 matchs-là, il n'a pas joué de match compétitif depuis mars 2020. Et là, on ne parle pas d'un espoir correct. On parle d'un des joueurs exceptionnels, un joueur qui a l'étiquette de devenir un prochain Connor McDavid ou un Austin Matthews ou un John Tavares. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir aller. Il y a eu un bon match samedi. Là. J'ai hâte de le voir aller parce que juste voir comment il va être capable de s'habituer alors qu'il n'y a pas eu de match. Et j'ai surtout hâte de voir sa progression. Est-ce que ça va affecter sa réputation, si tu veux? Est-ce que ça va faire en sorte qu'il ne sera pas justement un Connor McDavid, mais tout simplement peut-être un bon joueur, mais peut-être moins performant parce que justement, il n'a pas eu l'année pour se développer.
Il y a plusieurs joueurs là, qui vont retenir à l'attention. Ce sera notamment le cas de Dylan Gunter. On le sait, Bob McKenzie, c'est quelqu'un qui suit les prospects ardemment tous les ans. Et présentement, il le classe 2e sur sa liste l'ailier. Pensez-vous, messieurs, qu'il sera capable de produire, lui, à la hauteur de son talent? Mais ce qui est intéressant dans le cas de Dylan Gunter, là, je le mentionne souvent, les gars, lorsque tu prends des décisions rapides sur une patinoire, là, souvent, je trouve que c'est des choses qui se transposent le mieux à la LNH. Et Dylan Gunter, c'est exactement ça. Je reprends le match de samedi contre la Finlande. Bizarrement, il n'a pas été énormément utilisé. Là. Mais toutes les fois qu'il était sur la glace, c'était des jeux très, très, très simples. Il faisait une petite remise toute simple pour, exemple, un Shane Wright. Mais ça a amené vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de marquer. Ça, de ce côté-là, c'est intéressant dans le cas de Dylan Gunter. Et également, j'aime beaucoup son lancer. Il a un excellent lancer en avantage numérique. Et ça va lui permettre, je pense, de vraiment se démarquer. Ça fait en sorte qu'il y a quand même un mélange d'habileté et c'est également un excellent marqueur. C'est pour ça là, que présentement, et là, il y a eu d'excellentes statistiques dans la Ligue junior de l'Ouest. Là, je pense que c'était 24 points en 12 rencontres. Ben, il est devenu très, très... C'est pourquoi sa cote monte continuellement un petit peu au niveau du repêchage. Lui, c'est intéressant parce que là, il va jouer contre ses principaux rivaux. Et là, après ça, il va être capable de montrer est-ce qu'il est meilleur que des Brent Clark, par exemple, ou les autres espoirs que tu peux retrouver dans ce tournoi-là. Mais moi, vois-tu, un espoir que j'ai vraiment hâte de voir jouer là, davantage que Gunter, c'est Simon Edvinsson. C'est un grand défenseur qui a joué quelques matchs avec Frolunda d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de le voir dans un contexte où le jeu sera plus ouvert, où il va pouvoir faire plus de folie avec la rondelle et s'exprimer davantage. C'est drôle parce que McKenzie l'a justement classé ex aequo avec Gunter au 2e rang dans sa liste. Donc, c'est vraiment deux joueurs là, qu'on comparera tout au long du tournoi. Là. Mais tu as un excellent point, Nick. Puis, tu sais, quand je parlais des Suédois tout à l'heure, là, Edvinsson, c'est probablement un des meilleurs exemples. Il est extrêmement difficile à analyser parce qu'il a commencé avec l'équipe des moins de 20 ans de Frolunda, a même joué des rencontres avec Frolunda dans la SHL. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que Frolunda, c'est une des équipes... À cet âge-là, c'est très, très, très difficile pour un défenseur. Là. Exact. Puis lui, il s'est retrouvé dans une situation de 3e paire, même parfois de 7e défenseur. Tu as des Mathias Norlinder, par exemple, qui avait plus de temps de place. Puis, il n'y avait tout simplement pas de place pour Edvinsson. Donc, à un moment donné, Frolunda l'a prêté à une équipe de l'Allsvenskan, qui est la 2e division. On l'a prêté à Västerås. La décision pouvait sembler intéressante parce que le calibre est moins fort. Si tu veux. Un joueur comme Elias Pettersson s'est développé en jouant son année de repêchage dans cette ligue-là. Donc là, c'est intéressant à voir, mais encore là, tu regardes ses statistiques, c'est pas si impressionnant que ça, mais encore là, il joue contre des hommes. Là, donc, c'est pour ça que le mondial des moins de 18 ans, dans son cas, c'est intéressant. Est-ce que son manque de statistiques chez les hommes, c'est inquiétant ou c'est tout simplement parce qu'il affronte des hommes, justement, et qu'un joueur de 17 ans n'est pas censé dominer contre des joueurs de 29, 30 ans. Puis d'autant plus que c'est un défenseur de 6 pieds 5 pouces, le jeu va être plus ouvert, comme Nick le dit. Ça va être vraiment intéressant de voir s'il est capable de se démarquer. Lui, est capable de... C'est toujours difficile d'évaluer ces défenseurs-là qui, en Suède, n'ont pas beaucoup produit, en raison de toutes sortes de circonstances atténuantes, là, mais qui se sont démarqués par la suite lors des tournois internationaux. Je pense à un gars comme Philippe Broberg. Chaque fois qu'il arrivait dans un tournoi international, il réussissait à produire. Est-ce que ça veut dire qu'il a un instinct offensif très aiguisé pour autant? Non, c'est un excellent patineur et ça le permettait de se démarquer. Mais encore là, Broberg, c'est pas un gars qui produit énormément dans la Ligue suédoise. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui est difficile à évaluer pour un recruteur, je dirais. Là. Et vous aurez remarqué, là, les gars, puis Nick, tu suis les espoirs depuis plusieurs années, là, vous aurez remarqué que les gars qui montent leur cote souvent après le mondial des moins de 18 ans, c'est justement des Finlandais et des Suédois. Puis à Montréal, on est bien placé. Jesperi Kotkaniemi a profité de son mondial des moins de 18 ans pour monter dans la liste et finalement été repêché au 3e au total. Là. Et c'est justement pour cette raison-là. Soit dans les calibres trop faibles, dans la Ligue des moins de 20 ans, ou dans les calibres trop relevés, comme la Liga finlandaise ou la SHL. C'est pour ça que c'est intéressant. Là, tu découvres pratiquement un autre joueur à regarder ces équipes-là. Puis là, par la suite, ça te saute aux yeux et tu te dis « Oh mon Dieu, il est tellement écrit. » C'est souvent ces joueurs-là qui ont des plus grandes variations
dans la liste. Autant à la baisse, Oliver Kylington, par exemple, dans les dernières années, ça a été ça, ou encore à la hausse. Là, je viens de nommer Kotkaniemi, c'en est un très bon exemple. On parlait de défenseurs. J'ai consulté quand même quelques listes là, assez préliminaires là, en vue du prochain repêchage. Et un nom qui revient assez souvent, c'est Brent Clark, défenseur canadien de 6 pieds 2 pouces. Certains le voient top 10, certains le voient même top 5. Toi, Marty, tu m'as confié que tu le voyais premier pour l'instant sur ta liste. Ouais, ben écoute, premier. Puis là, on va se garder une petite gêne, je vous le dis. Je suis pas différent, là. Le mondial des moins de 18 ans, ça change beaucoup de listes, puis ça montre beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Je vous dis qu'il est premier en ce moment, puis on va revenir la semaine prochaine. Je vais peut-être avoir changé complètement d'idée. Il va peut-être être devenu 7e au total. Mais pour l'instant, oui, il est premier. Écoute, moi, oui, il y a beaucoup de gens qui critiquent son coup de patin. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que son style de patinage est un peu bizarre. Il patine un peu trop... Dans le fond, il faut que ton coup de patin soit davantage linéaire si tu veux pour avoir une bonne poussée. Là. Lui, c'est davantage des coups de patin plus sur les côtés, si tu veux. Et ça j'ai l'impression que c'est ce qui lui nuit présentement. Mais moi, je trouve que son instinct offensif, là, de la façon qu'il voit le jeu, est tellement, tellement exceptionnel. Là. Il prend il va souvent à la 2 ou la 3e décision qu'il avait en tête à son plan C pour finalement repérer un joueur qui est libre. Là. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Il est également capable de transporter la rondelle. Il est très, très, très bon. Vraiment, dans le sens offensif du jeu, là, moi, je le trouve vraiment, vraiment excellent. Puis même défensivement, il se débrouille quand même bien. C'est pas un défenseur... c'est pas un Jake Sanderson de ce monde là, qui ne se fait jamais déjouer, mais il est quand même assez responsable dans sa zone. Là. J'ai vraiment, vraiment hâte de le voir, d'autant plus que on parlait des fameuses situations avec la COVID qui ont été compliquées cette année. Brent Clark, normalement, aurait dû jouer dans la OHL. C'est un joueur natif d'Ottawa. Ben là, il a dû aller jouer en Slovaquie. Je vous le dis, les gars, j'ai jamais vu un espoir admissible au repêchage, surtout certainement pas canadien, aller jouer dans une ligue comme la Slovaquie. Là, ça devient difficile à évaluer parce que c'est une ligue d'hommes. Oui, il y a des gars qui ont déjà eu des moments intéressants dans la Ligue américaine ou tout simplement dans les rangs juniors canadiens. Mais ça reste la Slovaquie. C'est beaucoup moins relevé. Les moyens techniques, les moyens de se développer sont beaucoup moins grands. Donc là, c'est là que c'est intéressant de le voir, surtout dans une compétition comme celle-là, à quel point les statistiques qu'il a affichées en Slovaquie, parce qu'il y a eu des bonnes statistiques, là, je pense que c'est 16 points en 27 rencontres. Là. Puis c'est juste de voir ça. À quel point il est meilleur ou moins bon que les Edvinson de ce monde, que les Gunter de ce monde. C'est pour ça que c'est intéressant. Le Canada disputera son premier match là, du tournoi demain contre la Suède. Ça fait le tour là, pour le Canada parce que si on continue à ce rythme-là, là, on en a pour 2 heures encore. Donc, enchaînons avec les... Juste en précisant, c'est 15 en 26 pour Brent Clark. C'est pas grand-chose, mais je voulais juste le préciser. Pas de problème. Si on se déplace chez nos voisins du Sud, il y aura un absent de taille, le frère de Quinn et de Jack. Luke Hughes est blessé. Il ne sera pas de la compétition. Ouais, mais puis je suis intrigué à entendre Nick là-dessus. Je sais que toi, Luke Hughes, tu sembles l'aimer beaucoup. Puis moi aussi, je suis vraiment déçu de ne pas le voir. Là, j'aurais aimé le voir justement contre des jeunes de son âge, voir ce qu'il est capable de faire pour dominer. Parce que essentiellement, il a joué beaucoup contre des équipes de la USHL cette année. Et là, USHL, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même des joueurs de 16 à 19 ou 20 ans qui jouent dans cette ligue-là. C'est un calibre plus âgé, ça peut être plus difficile parfois. Puis là, Luke Hughes a été bon, c'est pas ça que je veux dire. Là. Ça peut être plus difficile, mais je suis curieux d'entendre Nick là-dessus. Qu'est-ce que... Je pense que tu l'aimes beaucoup, Luke Hughes. Est-ce que je me trompe? Oui, je l'aime beaucoup, Luke Hughes. Et d'ailleurs, je te dirais que peut-être que je me trompe, mais je pense qu'à un certain moment de l'année, même, il y avait un consensus qui le plaçait au premier rang au total. Je ne dis pas qu'il se retrouvait là sur toutes les listes, là, mais sur une bonne portion des listes, je le retrouvais au premier rang. Puis là, Luke Hughes, c'est sûr que je joue dans la USHL cette année. Moi, je dirais plus, si on avait à se prononcer entre les deux, là, c'est un peu la bataille des défenseurs américains. Je te dirais que je penche plus du côté de Owen Power, si on avait à comparer les deux. Mais j'aime bien le jeu de Luke Hughes et si j'avais à considérer ça, moi j'aime ça qu'un joueur vienne d'une famille de hockey.
parce que ça me prouve que ce sont des athlètes qui ont des valeurs qui sont déjà implantées, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans la préparation, et ça prouve que c'est des jeunes qui ont joué ensemble pendant toute leur enfance et qui ont un sens de la compétition. Alors, j'ai aucune, tu sais, je veux dire, Joël Bouchard utilise souvent cette appellation, là. Lui, c'est un joueur de hockey. Ben, moi, j'ai aucun doute que Luke Hughes, c'est un joueur de hockey. Après, c'est qui a le potentiel le plus élevé? Ben, ça, j'ai de la misère à me prononcer. Ben, écoute, Nick, pour vrai, là, cette année, là, c'est tellement compliqué de prédire c'est qui le meilleur espoir. Là. Je vous le dis, j'ai regardé des listes, là, je pense que j'ai vu 8 joueurs classés au premier tour selon les différentes listes. Là. Que ce soit des experts sérieux ou des experts moins sérieux. J'ai vu Edvinson premier, j'ai vu Gunter premier, j'ai vu Luke Hughes premier, j'ai vu Brent Clark premier, j'ai vu Owen Power et pas mal de consensus. Là. Mais c'est tellement difficile parce que cette année, il n'y a pas de joueur à la Alexis Lafrenière ou à la Connor McDavid ou à la Austin Matthews. Ça risque d'être de bons joueurs dans la LNH, des joueurs qui vont être dominants un peu dans un calibre à la Jonathan Huberdeau, par exemple. Mais tu n'as pas de joueurs qui vont qui vont être parmi les 10 meilleurs joueurs de la LNH. Ça, tu n'en as pas. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc, je peux comprendre là, pourquoi... vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une différence. Moi, j'ai Clark premier. Nick, présentement, a Luke Hughes premier. Mais c'est Owen Power qui est le consensus. Il y a tellement une énorme différence. Dans le cas de Luke Hughes, moi, je dirais qu'un peu comme Sanderson la saison précédente, là, au niveau défensif, il est vraiment, vraiment excellent. C'est quelqu'un qui coupe énormément de jeux. Sa distance avec les attaquants est toujours très, 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 très bonne. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je me questionne dans le cas de Luke Hughes, et c'est pourquoi je n'ai pas promis, je l'ai un peu plus loin, là. Moi, c'est son jeu offensif. J'aimerais en voir peut-être davantage. Oui, il transporte la rondelle, puis c'est peut-être le joueur avec le meilleur coup de patin de ce repêchage-là. Là. Mais j'ai l'impression que son sens offensif n'est peut-être pas aussi... C'est drôle de dire ça venant d'un Hughes, là. Mais je trouve que son jeu offensif... c'est peut-être pas un joueur qui respire beaucoup le jeu offensif. C'est quelqu'un davantage de réservé, davantage dans les deux sens de la patinoire. Donc, est-ce que ça va être un défenseur qui va jouer dans la LNH? Moi, je pense que c'est sûr à 100%, mais est-ce qu'il va être un défenseur de première paire? C'est là que je me questionne à ce. C'est pourquoi je le mets peut-être un peu plus bas. Mais cependant, ce qui est intéressant de noter dans le cas de Luke Hughes également, sa date de naissance, c'est le 9 septembre 2003. C'est un des défenseurs c'est un des joueurs les plus jeunes de ce repêchage-là. Et c'est toujours difficile parce que ça veut dire, les gars, qu'il a 1 an de développement de moins que certains espoirs. Les espoirs qui sont des late, là, il y a pratiquement 1 an de différence. Donc, c'est certain qu'il y a une place davantage grande à l'amélioration par rapport aux autres. C'est évident. Un défenseur qui, je pense, va en intriguer plus d'un par son expérience, c'est Stanislav Svozil, parce que, on le sait, c'est un espoir qui est classé au premier tour lors du prochain repêchage, mais c'est un défenseur qui a joué avec les moins de 20 ans pour les Tchèques. Et ça, je pense que ce bagage-là qu'il a acquis, je pense que ça pourrait l'aider dans un tournoi comme le championnat mondial des moins de 18 ans. Je pense qu'il pourrait vraiment être à surveiller là, pour les Tchèques. Ben, Stanislav Svozil, je te dirais que je le mettrais dans cette catégorie-là. Là. Je pense que c'est un joueur qui a tout à perdre dans ce tournoi-là. Parce que ces joueurs-là ont déjà montré qu'est-ce qu'ils sont capables de faire contre des joueurs plus âgés. Et dans le cas de Svozil, par exemple, là, il a montré quand même des belles choses. C'est un défenseur avec de belles habiletés individuelles qui est quand même bon au niveau des feintes, etc. C'est un défenseur qui a un assez bon gabarit aussi, là. Sans dire que ça respire le jeu offensif qui est vraiment, vraiment excellent à ce niveau-là. Il se débrouille quand même bien. C'est pour ça que je le place environ entre 20 et 31 au prochain repêchage. Et quand je vous dis qu'il y a tout à perdre, les gars, c'est que là, il a dominé contre des joueurs en majorité de 18 à 19 ans. Là, il va débarquer contre des espoirs de 17 ans. Il joue avec la République tchèque en plus, une équipe qui est moins talentueuse, je veux pas. Là. Si soudainement il jouait contre le Canada et que ça se passait moins bien, qu'il avait l'air un peu fou sur la patinoire et qu'en plus ne monte pas... On s'imagine toujours que ces joueurs-là vont arriver sur la patinoire et ils vont complètement dominer parce qu'ils ont joué à des calibres supérieurs. Puis on s'entend, Marty, il va jouer contre les meilleurs éléments du côté canadien. Fait que c'est sûr qu'il va être exposé. Donc, les chances qu'il paraisse moins bien sont élevées. Là. Sont élevées. Mais les gens vont quand même avoir de plus grandes attentes, si tu veux, à son endroit. Donc là, si
Là, j'ai des exemples. Pavel Zaha, dans le passé, c'est un joueur qui était excellent à son année de repêchage. Il est arrivé avec la République tchèque au mondial des moins de 18 ans. Oups, ça a été moins glorieux. Il a eu tendance à baisser dans certaines listes. Ça, c'est un exemple. Jesse Puljujarvi, à son année de repêchage, c'était la même chose. Pendant que Patrick Laine jouait au championnat mondial contre des hommes, ben lui, il n'avait pas eu cette promotion-là. Il était demeuré chez les moins de 18 ans. Puis je me souviens, là, il avait commencé à... Est-ce que c'est une raison pour laquelle il a été sélectionné 4e? Peut-être. Mais il a commencé à avoir des points d'interrogation parce que là, on se disait, Jesse Puljujarvi, on en parle comme un joueur exceptionnel qui pourrait rivaliser avec Austin Matthews. Ben là, on le regarde, puis il est correct, mais sans plus, il ne domine même pas. Est-ce que ça vaudrait la peine? Quand je dis que tu peux perdre des plumes avec ça, là, c'est un excellent exemple. Là. Imaginez que Svozil, comme tu viens de le dire, joue contre le Canada. Puis le Canada, c'est quand même une bonne équipe. Ils ont des Shane Wright, des Connor Bedard. Qui terminent avec une fiche de -3, etc. Là, les gens vont faire, mon Dieu, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le sélectionner au premier tour? Puis le gars peut vraiment, vraiment chuter. Là. Même si je pense qu'il faut le prendre avec un grain de sel aussi. Là. Alors, on a parlé beaucoup de Connor Bedard, là, qui, à mon sens, est probablement le meilleur espoir là, pour le repêchage de 2023. Mais, à ma grande surprise, un joueur pourrait brasser les cartes chez les Russes. Matvei Michkov, là, qui pourrait venir chauffer Connor Bedard pour le tout premier rang. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible. Non, honnêtement, c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça un peu, Nick, toi, que Matvei Michkov, c'est quelque chose. Là. Ben, c'est un waterbug, hein? C'est ridicule. Le point, ce gars-là, il est dynamique. Tout petit, là, mais très, très explosif. Mais si vous avez la chance de voir, bon, on sait que le box score, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous avez la chance de voir les statistiques qu'il a empilées dans la MHL, le circuit junior russe, c'est quelque chose pour un joueur de son âge. Ben, écoute, mais je pense qu'il y avait davantage une rivalité quand, justement, Michkov ben, faisait tourner les yeux en Russie, alors que les ligues dans le junior canadien étaient en pause. Mais là, maintenant que Connor Bedard fait ce que pratiquement personne n'a fait avant lui à son âge dans la WHL, je pense qu'on va lui donner un edge très, 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 très provisoire en ce moment. Mais tout de même, 56 points en 56 matchs, il a battu un record de Nikita Kucherov. Donc, puis je veux dire, on s'entend, là, ça vaut ce que ça vaut de dire qu'en ce moment, Bedard est en avance sur Michkov. Là, ça reste encore, il reste encore 2 autres années avant le repêchage. Mais ça va être un joueur qui va être à surveiller dans les prochains jours. Moi, je pense qu'il pourrait transporter la Russie sur son dos. Mais les gars, moi, j'ai regardé les 2 joueurs, là, puis je suis en train de me questionner si Matvei Michkov ne sera pas à Connor Bedard ce qu'Alexander Ovechkin est à Sidney Crosby. Je ne comprends pas les styles, là. C'est des joueurs différents. Là. Mais je suis en train de me questionner si ça ne va pas être ça. Parce que Matvei Michkov, je vous le dis, vous regardez ce joueur-là, là, qui des joueurs des bons joueurs. Là, j'ai regardé un match contre le club junior du Locomotive de Yaroslavl. Il y a des joueurs repêchés Ligue nationale dans cette équipe-là. Des joueurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Il ne s'en laisse même pas imposer. À 15 ans, il est capable de... Maintenant, à 16, là, c'est un late. Là, mais il est capable de sortir des coins. Il a un niveau de combativité extrêmement élevé. Puis, je vous le dis, il adore marquer des buts. C'est un marqueur né. Là. Il a un excellent lancer, puis il est très imprévisible. Je suis vraiment en train de me questionner si ça ne va pas être ça, Matvei Michkov. Un peu le Alexander Ovechkin. On va avoir une rivalité peut-être entre les deux pendant 15 ou 20 ans, là, lorsqu'ils seront dans la LNH, on va tout le temps se demander c'est qui le meilleur. Là, t'en as qui vont préférer des Michkov, t'en as qui vont préférer des Bedard. Puis la comparaison est un peu bonne également parce que je pense que Bedard est quand même meilleur défensivement. Il est plus complet, Michkov, je dirais aussi. Connor Bedard, plus complet, plus mature dans son jeu, dans son approche plus cérébrale. Alors que Michkov, ben, il y a un peu le côté, le wow factor, le côté spectaculaire d'Alexander Ovechkin. Exactement. Mais c'est un peu normal. Je dirais que le hockey canadien, de la façon qu'on se développe, on met plus d'importance sur le jeu défensif, comment se replier. En Russie, c'est let's go, allez jouer en attaque, puis amusez-vous, puis on vous laisse aller. Puis même que si vous voulez jouer défensivement, on va pratiquement vous laisser au banc parce qu'on veut que vous jouez, à l'attaque. Mais juste une petite anecdote, là, je regarde ces statistiques la saison dernière dans la ligue où il jouait auparavant, là, c'est 109 points en 26 matchs. Je sais bien que c'est un autre calibre, là, mais si tu es capable de faire 109 points en 26 matchs dans une ligue, peu importe la ligue, là,
c'est quand même impressionnant, on va se le dire. Ah oui, parce que c'est plus de 4 points par match. Mais, puis je veux mentionner, dans le cas de Michkov, il y a une chose qui est intéressante à suivre, par contre, là, puis j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Mais lui, cette année, a signé un contrat avec le... Parce que lui, il appartient au SKA de Saint-Pétersbourg. Là. Le SKA lui a fait signer un contrat de 5 ans. Vous savez comment ça marche, les gars, dans la KHL. Là, tant que tu es sous contrat dans la KHL, tu ne peux pas t'amener dans la LNH. Donc, lui, ça veut dire qu'il est minimum jusqu'en 2026. Il va jouer dans la KHL. Ça va être intéressant à suivre parce que ça veut dire qu'il ne peut pas s'amener avant 22 ans. Là, on parlait qui est le meilleur, qui va sortir premier entre Michkov et Bédard. Moi, je pense que ça peut jouer. Ça peut entrer en ligne de compte. Et au final, est-ce que ça va avoir un impact également sur son développement? Parce qu'on le sait, la KHL, c'est peut-être pas la meilleure ligue pour développer des jeunes joueurs. Ça va être intéressant à suivre, là, honnêtement. Ça commence à ressembler un peu à un cas de Yevgeny Kuznetsov, mais à une ou deux coches supérieures. Là. Le championnat mondial junior des moins de 18 ans, comme je vous le répète, là, s'amorce aujourd'hui différents match-ups qui sont à l'horaire. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez qu'on discute? Parce que je pense qu'on a quand même fait le tour là, des gros noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'oublie que vous aimeriez parler? Ben, moi, il y a un joueur que je surveille particulièrement, et c'est du côté du Canada. Là. C'est le défenseur Corson Kuhlman. Corson Kuhlman, c'est quelqu'un pour avoir... Pour faire le topo, si on veut, là, Corson Kuhlman, c'est un défenseur qui joue avec les Bandits de Brooks dans les AGHL. Pour replacer les Bandits de Brooks, c'est l'ancienne équipe de Kel McCarr, là, je vais vous l'expliquer comme ça. Là, donc, a une espèce de réputation parce qu'ils ont réussi à développer un défenseur qui va peut-être gagner le Norris dans la LNH un jour. La AGHL, c'est ça qui est toujours intéressant dans le cas d'un joueur comme Corson Kuhlman. Lorsque j'ai pu voir des matchs, il était vraiment dominant. Je vous le dis, à toutes les présences qu'il faisait sur la patinoire, il tentait de se porter à l'attaque. Il avait un excellent lancer, il tentait de marquer. Au niveau offensif, là, il a peut-être le potentiel de devenir le défenseur le plus offensif parce qu'il vise continuellement ça lorsqu'il est sur la patinoire. J'ai vu quelques lacunes au niveau de son jeu physique, je dirais. Mais c'est un défenseur de 6 pieds 2 pouces. Là, moi, d'après moi, il va seulement apprendre de la force physique. Et dans 3 ou 4 ans, je ne suis pas certain que ça va être un problème. Là. Mais c'est là que j'ai hâte de voir. Parce que les fameux joueurs de l'AGHL, pour vous situer, là, on en a déjà parlé. Là, c'est une ligue qui est moins forte que la WHL ou la OHL ou la LHJMQ. C'est une ligue qui se compare au Junior 3 au Québec, mais qui est plus forte parce que tu as des gars comme Coleman qui se gardent admissibles à aller jouer dans la NCA. C'est une ligue qui est quand même assez populaire pour ça. Alex Newhook a joué dans la BCHL, la ligue à côté. Tyson Jost, Dante Fabro sont tous des joueurs qui ont pris cette décision-là. Et ça reste une ligue qui est moins forte. Donc, c'est intéressant de voir là après ça, lorsqu'il va débarquer contre des espoirs du même calibre que lui, est-ce qu'il va dominer autant ou au contraire, ça va être plus difficile? Et là, présentement, je vous dis dans ma liste, il est top 10. Présentement. Il n'y a personne qui le met top 10. C'est pratiquement mon coup de cœur du repêchage. Pour l'instant. Voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est là que ça va être intéressant. S'il paraît moins bien, puis qu'il y a plein de lacunes dans son jeu, parce que contre un calibre plus relevé, là, c'est plus difficile, ben là, sa cote risque de diminuer, peut se retrouver 21, 22. Ça peut diminuer quand même pas mal, parce que c'est une donnée qu'on n'a pas présentement. Est-ce que tu as un joueur, Nick, que tu aimerais nous faire mention? Ben écoute, j'ai vu je suis curieux d'entendre Marty parler de ce gars-là. J'ai vu Guillaume Richard apparaître sur la formation, mais là, ça semble être un Québécois qui, un peu comme Thomas Bordelot, a décidé de prendre la route de l'USHL, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Puis c'est intéressant cette année aussi. Là, le mondial des moins de 18 ans. J'ai pas eu la chance de le voir jouer, alors j'étais curieux quand même de t'entendre là-dessus. Non, mais c'est intéressant. C'est une information qui est intéressante. Là. Cette année, en raison des séries de la LHJMQ, le programme canadien exclut tous les joueurs de la LHJMQ. Donc, il n'y a aucun joueur de la LHJMQ qui est présentement au mondial des moins de 18 ans, à l'exception d'un Suisse, Altilio Biasca, mais lui, c'est parce qu'il jouait avec les Mousas d'Halifax et les Mousas, leur saison a été annulée en raison de la COVID. Là. Mais sinon, il n'y a pas de joueurs de la LHJMQ. Et
Ce qui fait en sorte qu'il y a seulement un Québécois, et c'est justement Guillaume Richard. C'est un joueur de la région de Québec, là, de Cap-Santé, si je me souviens bien. Ouais. Puis lui, c'est ça. Lui, il jouait dans la USHL cette saison, et là, va opter pour les universités américaines. Guillaume Richard, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est un défenseur, surtout à caractère défensif. C'est un défenseur de gros gabarit qui est plus physique, va bien jouer le long des rampes, va être quand même bon défensivement. Ouais, au niveau offensif, c'est plus limité, je dirais. C'est pas quelqu'un que je surveillerais pour devenir un défenseur de premier plan dans la LNH, mais ça peut être peut-être un défenseur de troisième paire. Je pense que ça peut être un pari intéressant dans les alentours du 4e ou 5e tour. Là, lorsque tu veux seulement un joueur qui va jouer dans la LNH, sur qui tu prends une chance, ben là, ça devient un beau pari parce que c'est un défenseur qui est assez physique. Et de ce que j'ai vu, je pense que c'est avec Brent Clark là, qui a joué le match de samedi. Là, je pense que l'entraîneur-chef veut lui donner une mission quand même importante avec l'équipe canadienne. Donc ça va être intéressant à suivre. On suivra ça avec beaucoup d'attention là, tout au long de la semaine et on regardera les meilleures performances et on vous en reparle la semaine prochaine lors du prochain podcast. Tout juste avant de terminer, j'aimerais ça souligner Alex Barré-Boulet qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale hier, une superbe performance et un beau but en avantage numérique en 3e période pour permettre au Lightning notamment de gagner la partie. Je suis content pour le kid, honnêtement. Tu sais, c'est un joueur qui a travaillé dur, qui a toujours performé partout où il est passé, mais ça n'a jamais été facile. Donc là, c'est fait. Il a obtenu son premier point et son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Ben, écoute, j'ai regardé un peu son match hier, là. Puis, je vous le dis, le modèle du Lightning de Tampa Bay devrait être utilisé, je pense, davantage pour utiliser des espoirs. Vous voyez qu'est-ce qu'on a fait avec Alex Barré-Boulet? Un joueur qui a produit beaucoup au niveau junior, mais qui n'a pas été repêché en raison de sa taille et de son gabarit, là. Mais vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son temps de le développer dans la Ligue américaine. 2 ou 3 ans, le temps qu'il prenne de l'expérience et qu'il apprenne à devenir un professionnel finalement, qu'il apprenne à jouer sous les ordres de Benoît Groulx à Syracuse. Mais lorsqu'on l'amène, on ne l'amène pas sur un rôle de 3e ou 4e trio, on l'amène dans un rôle où il excelle, le rôle dans lequel on veut le voir dans la LNH. Il débarque, puis là, il est retourné brièvement dans la Ligue américaine, mais depuis son rappel, là, il joue avec André Palat et Braden Point sur le premier trio. On lui donne du temps de jeu. Les 2 derniers matchs, il a joué au moins 17 minutes. Ça, c'est intéressant. OK, le joueur, il est offensif. Le joueur, on lui a donné une chance pour qu'il nous amène des buts, qu'il nous amène de l'offensive. Ben, on va lui en donner du temps de glace. On va lui donner une chance de se faire valoir. Et je vous le dis, le match d'hier, rien à dire sur Alex Barré-Boulet. Il y a vraiment une progression par rapport à son premier match, là. Je trouve que sa vitesse d'exécution s'est améliorée un peu. Il a moins peur de créer des chances de marquer, je vous le dis. Son premier match, il était très craintif et c'est tout à fait normal, là. Les joueurs apprennent à se familiariser avec la LNH. Tu ne veux pas trop en faire, surtout si tu joues avec des André Palat et Braden Point. Tu veux leur remettre la rondelle plus souvent que tu peux là, parce que c'est des grosses vedettes, là. Mais là, il prend davantage chez eux. Il crée beaucoup de chances de marquer. Puis, je ne sais pas si vous avez vu son but, les gars, là, mais un lancer sur réception assez dévastateur avec une belle passe d'André Palat. Là. C'est des joueurs d'élite là, qui sont capables de compléter ces jeux-là parce que la passe n'était pas nécessairement évidente. C'était une passe qui venait de la pointe à droite qui a traversé complètement le système de jeu des Blue Jackets. Si je ne m'abuse, Marty, je reviens sur ce que tu viens de dire. Là. C'est vrai qu'à son premier match, là, j'ai eu la chance de voir là, son premier match dans la Ligue nationale. Lançait peu au filet, tentait peu de créer quelque chose, cherchait à refiler le disque à ses coéquipiers, ce qui est tout à fait normal. Mais hier, si je ne m'abuse, 7 lancés au filet. Donc, on voit que là, il n'a pas peur de créer des chances parce que c'est un joueur qui est à caractère offensif et quand il prend ses aises, c'est là qu'il va être dangereux. Donc, et puis, je suis content hier parce que son but, il l'a marqué en avantage numérique. Donc, il est utilisé non seulement sur le premier trio, mais aussi en avantage numérique. On lui fait confiance là, vraiment à Tampa Bay et je pense qu'il peut vraiment connaître du succès avec cette organisation. Barré-Boulet, c'est aussi un rare spécimen. Hein. C'est un petit joueur dont le coup de patin n'est pas exceptionnel. On dit souvent que ton coup de patin doit être nettement au-dessus de la moyenne quand tu es un petit joueur pour t'établir dans la LNH. Mais ça, c'est le triomphe du hockey IQ, c'est le triomphe de l'éthique de travail. Et encore une fois, chapeau au Lightning qui continue de trouver ces petits joyaux-là un peu oubliés. Là.
Mais j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Vous le savez, les gars, à TVA Sport, on a André Tourigny qu'on a rajouté au cours des dernières semaines. Puis je vous dis, les gars, il est vraiment, vraiment pertinent. Là. Il est excellent pour te décortiquer le match puis te faire réfléchir sur certaines facettes de jeu que tu ne penserais pas nécessairement. Et dans le cas des joueurs avec moins de coups de patin, là, je le trouvais intéressant. T'sais, il disait, je pense que parfois, on surestime le coup de patin dans un sens où OK, c'est beau d'avoir un coup de patin, mais si tu as un coup de patin et que tu es capable de rien faire, tu te retrouves en fond de patinoire et que tu n'es pas capable de rien faire avec la rondelle, ben, ça ne donne pas grand-chose au final. Et à l'inverse, tu as des joueurs que, eux, même s'ils n'ont pas de coup de patin exceptionnel, ils ont tellement de sens du hockey, de hockey IQ, si on veut, que le joueur est tellement intelligent qu'il va être capable de compenser son manque de vitesse en prenant des décisions pour être capable d'être plus rapide sur les rondelles. Puis il donnait un exemple, les gars, là, Mark Stone, par exemple. Il dit, vous regardez Mark Stone ou Ryan O'Reilly, par exemple, sur une patinoire, là. C'est pas des joueurs qui ont des coups de patin explosifs. C'est pas des joueurs qui patinent comme Connor McDavid, là. C'est même des joueurs qui ont de mauvais coups de patin, si tu veux. Mais ils sont excellents parce qu'ils pensent le match d'une manière exceptionnelle. Ils sont toujours bien placés. Ils trouvent le moyen de limiter les dégâts au niveau de la vitesse, je parle. Là. Ils trouvent le moyen de limiter les dégâts. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'est pourquoi, dans le cas d'un joueur comme... Là, on revient à Barré-Boulet. Je crois que les équipes doivent miser davantage là-dessus. Dire, OK, c'est beau, le gars a peut-être moins de coups de patin, mais il est tellement intelligent. Puis à Montréal, on a Nick Suzuki qui est un peu de la même façon aussi. Là. Il est tellement intelligent qu'il va être capable de compenser son manque de vitesse par d'autres choses parce qu'il est tellement intelligent pour, par exemple, limiter l'espace aux adversaires. Là. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été encore avec nous. Et comme je vous le dis, on va surveiller avec grande attention le championnat mondial des moins de 18 ans qui s'amorce dans les prochaines heures. Anthony Desaulniers, Martin Thériault, Nicolas Cloutier. On vous souhaite une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao.